Elisabeth Martichoux, vous recevez Marine Le Pen ce matin. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci beaucoup d'être ce matin sur le plateau de LCI. Vous êtes présidente du Rassemblement national, députée justement, tiens, à l'Assemblée nationale cet après-midi, audition du professeur Raoult, c'est la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire. Est-ce qu'il fallait l'entendre et quelles questions vous lui poseriez, Marine Le Pen? Mais évidemment qu'il faut l'entendre. Parce que la vraie question de la crise sanitaire, souvenez-vous, l'OMS nous dit, dès le début de la crise, il faut tester, isoler, traiter. Nous n'avons pas testé, nous n'avons pas isolé, mais nous n'avons pas non plus traité. Nous avons renvoyé des dizaines de milliers de personnes sans traitement chez eux avec du paracétamol. Et la vraie question qui se pose, c'est est-ce que oui ou non, pris au tout début des symptômes, l'hydroxychloroquine pouvait éviter l'aggravation d'un nombre important de cas. Et c'est en tout cas le choix qu'ont fait un certain nombre de pays, et notamment beaucoup de pays du Maghreb, qui s'en sortent très bien, hein, alors qu'ils ont parfois un système de santé moins performant que le nôtre. Je pense que c'est pas honteux de le dire. Bon, si l'hydroxychloroquine permettait ce résultat, et que le gouvernement a fait en sorte de ne pas l'utiliser et même de l'interdire, alors tout à fait évidemment, nous avons là les éléments d'un véritable scandale sanitaire majeur. Alors, le professeur Raoult, lui, l'affirme absolument, hein, la validité de l'hydroxychloroquine, dont vous aviez aussi, dès mars, réclamé la prescription généralisée pour les patients un peu graves, dans un état un peu grave à vivre. Je n'avais pas fait ça parce que je ne suis pas médecin, mais j'avais demandé à ce que les médecins aient l'autorisation de prescrire de l'hydroxychloroquine s'ils considéraient que c'était le traitement le plus adapté. Ouais. Alors, c'est vrai que depuis, aucune étude scientifique n'a validé la prescription de l'hydroxychloroquine. Est-ce que ça vous trouble un peu? Est-ce que quand même ça ébranle vos certitudes sur ce médicament du professeur? Non, mais moi ce qui ébranle mes certitudes, c'est qu'on n'ait pas mis en place une étude avec les prescriptions qui étaient celles du professeur Raoult. C'est-à-dire l'hydroxychloroquine, dès le départ, à un dosage spécifique, associé à l'azithromycine, pour les cas dès, en quelque sorte, l'arrivée des symptômes. Toutes les études qui ont été faites l'ont été avec des gens qui étaient déjà gravement malades, qui étaient déjà hospitalisés, alors que l'on sait que l'hydroxychloroquine n'a plus aucun intérêt lorsque les gens sont hospitalisés, déjà en détresse respiratoire. Donc pourquoi n'a-t-on pas fait ces études-là? C'est là aussi une question qu'il faudra poser d'ailleurs à tous ceux qui vont être entendus par cette commission d'enquête. Encore une fois, je rappelle qu'en plus il y a eu des tentatives de manipulation très lourdes. Je pense évidemment à cette étude frauduleuse, car maintenant on peut dire que c'est une étude frauduleuse. Publié par The Lancet. Donc pour vous, les études qui invalident l'hydroxychloroquine ne sont pas elles-mêmes valides. Vous allez publier un livre noir sur la gestion sanitaire. Il y a cette commission d'enquête qui est là pour faire le clair sur la façon dont le gouvernement a bien géré ou pas. Il y a des livres, on a entendu le professeur Perron, un livre accusatoire a-t-il publié il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus avec votre livre noir? Ma vision. Voilà, tout simplement, ma vision, la vision de la responsable politique que je suis, puisque un des axes du gouvernement, c'est de dire « Ah oui, mais nous avons pris des décisions en fonction de ce que nous savions ». Et moi, je vais venir dire, vous voyez, moi qui ne suis pas au pouvoir, je suis dans l'opposition, je n'ai donc pas accès à toutes les sources d'information, et pourtant je savais. Donc si moi je savais, si moi j'ai réclamé fin janvier la fermeture des frontières, si j'ai réclamé en février des commandes massives de masques et de tests et de médicaments car il y avait un risque de pénurie, si je savais, alors ils savaient. Donc oui, je pense que ma vision va aussi apporter quelque chose au débat, l'objectif étant de savoir ce qui a mal fonctionné, mais aussi éviter que ça se reproduise. Hein. Sur le principe même, je veux dire, politique de publier un livre noir, vous êtes candidate à la présidence de la République. Est-ce que c'est pas plutôt un livre blanc qu'on attend d'une candidate, c'est-à-dire avec des propositions dans le fond? Mais ce seront les deux. Il y aura deux livres en un en réalité. Je pense que si on fait pas un bon constat, c'est un petit peu comme un médecin. Hein, si on fait pas un bon constat, on peut pas trouver le bon traitement. Donc il s'agit aussi de voir sur le plan économique qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça ne fonctionne pas, pour pouvoir évidemment apporter des solutions qui sont des solutions, il faut le dire, que nous défendons depuis longtemps, mais on est obligé d'admettre que la crise nous a donné raison sur toute une série des grands projets économiques qui sont les nôtres, l'indépendance, la souveraineté, le localisme et la reconstruction de filières industrielles. On va en parler. Juste un mot. Est-ce que les jeunes qui ont fêté
avec joie, avec enthousiasme, avec la fougue de la jeunesse, la fête de la musique dimanche soir. Ils sont irresponsables ou pas ? Non mais moi, on va arrêter d'accuser les Français en toutes circonstances. Depuis le début de cette crise, on les culpabilise, on leur dit que c'est de leur faute. Et d'ailleurs, déjà, on continue, hein, puisqu'on dit oui, il y a du relâchement, il ne faut pas que ce relâchement... Mais tout ça, c'est la faute du gouvernement. Le gouvernement a eu une communication qui a été du grand n'importe quoi. Ils ont dit tout et l'inverse de tout. Les gens ont fini par ne plus comprendre ce qu'on attendait d'eux, d'ailleurs. C'est une stratégie qui n'est pas claire pour les Français, qui ne peut pas être claire. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, on nous a dit que les masques servaient à rien, puis on nous a dit qu'il fallait les mettre. On nous a dit que les tests ne servaient à rien, puis on nous a dit qu'il fallait tester. J'en passe et des meilleurs. Mais comment voulez-vous, surtout, que les jeunes comprennent qu'il y a encore un risque à être des centaines à touche-touche dans les rues le soir de la fête de la musique, quand, dans le même temps, il y a eu des manifestations, un coup c'est les sans-papiers, un coup ce sont les indigénistes, qui se sont déroulées avec des dizaines de milliers de personnes, sans que le gouvernement ne considère utile ni de les interdire, ni de sanctionner ces comportements. C'est du deux poids, deux mesures. Donc on lance des signaux qui sont des signaux contradictoires, puis personne n'y comprend rien. Moi je viens dire qu'il faut rester prudent, très prudent, qu'il y a des territoires français qui sont très touchés, dont on ne parle jamais, la Guyane, dont le nombre de gens qui sont touchés a doublé en une semaine, quadruplé en 15 jours, Mayotte, et quand même un nombre de clusters qui se multiplient. Donc restons prudents, portons les masques et faisons en sorte que cette épidémie ne redémarre pas. Mais vous, juste, votre sentiment personnel, quand vous avez vu ces scènes, vous vous êtes dit c'est n'importe quoi, ça me fait peur ? Mais évidemment que ça m'inquiète. Bien entendu que ça m'inquiète. Parce que, encore une fois, s'il y a 1, 2, 3 personnes qui sont porteurs du Covid dans cette manifestation, eh bien, c'est 30 ou 50 personnes qui, potentiellement, peuvent être contaminées. Donc, oui, bien sûr, c'est inquiétant. C'est un peu une surprise, Marine Le Pen. La reprise économique s'accélère, ou en tout cas accélère en France à ce jour. Hein. L'activité est supérieure à la moyenne de la zone euro, 51%. Ça veut dire que le gouvernement a pris les bonnes mesures au bon moment pour que ça se passe non, plus vite. Ça veut dire surtout que notre arrêt était plus brutal que dans beaucoup d'autres pays. Par conséquent, le rebond est évidemment plus important que dans beaucoup d'autres pays. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on va pas leur jeter considérablement la pierre, mais en fait le gouvernement a un peu aggravé, la vision économique de la situation. Il a dramatisé ? Oui, il a dramatisé. À quelle occasion ? Parce que les annonces qui sont faites de baisse du PIB, etc., en réalité seront beaucoup plus... Les 11%, vous pensez qu'il a dramatisé pour pouvoir dire à la fin ? En réalité, seront plus modérés. Ce sera probablement plus près de 7 que de 11. Donc ils pourront se lancer des fleurs. Ils pourront se lancer des fleurs en indiquant que c'est grâce à eux, etc. À la limite, j'ai envie de dire, c'est la règle du jeu. On va pas chipoter là-dessus. Mais en effet, je pense que la situation est grave. Il va y avoir des milliers de chômeurs, ça c'est vrai. Ça veut donc dire qu'il faut continuer des mesures qui ont été prises, pour certaines qui étaient bonnes, pour d'autres qui ont été inefficaces, trop lentes, trop restreintes ou inadaptées à la situation. Moi, mon avis, c'est qu'il faut tout mettre sur les TPE-PME. Tout sur les TPE-PME, de manière massive. Pourquoi ? Parce que ce sont les TPE-PME qui en même temps sont les plus fragiles et ce sont elles qui créent l'emploi et qui donc peuvent être le plus Et là, il y a quoi ? le plus grand nombre en faillite. On aide les grandes entreprises et on oublie ces PME. Les mesures qui ont été mises en place pour les TPE, alors je ne parle pas du chômage partiel. Le chômage partiel, c'était une bonne mesure. Il y a eu des aides aussi. Oui, il y a eu des aides, mais elles étaient très limitées. Elles n'étaient pas suffisantes pour les TPE, notamment 1 500 € pour le mois, si vous voulez. Permettez-moi de vous dire que ça ne permet pas à une entreprise de faire face. Et donc, j'avais proposé, moi, 1 500 € plus 1 000 € par salarié, chaque mois. Ça n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement, très bien, mais il faut donc maintenant qu'il continue les mesures jusqu'à la fin de l'année pour les TPE, pour les PME, le chômage partiel pour les entreprises de moins de 50, le fonds d'aide qui n'a pas été entièrement utilisé, il reste je crois 3 milliards, il faut l'utiliser et il faut aller jusqu'à la fin de l'année pour tenter de sauver le maximum d'entreprises. Voilà, exactement. Est-ce que ça suffira ? Parce qu'on voit bien qu'il y a des entreprises et des salariés qui aujourd'hui souffrent en silence, on n'en parle pas, mais il y a des plans de sauvegarde, il y a des faillites. Célio, La Halle, André, Naf Naf, Aliena qui appartient à Muliez,
Camaïeu. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir pour éviter ces faillites qui menacent? Alors, pardon, mais la crise sanitaire a été un révélateur pour ces marques-là. En réalité, elles étaient déjà très fragilisées. Déjà, elles avaient envisagé des plans sociaux. Donc évidemment, la crise a en quelque sorte accéléré la fragilité de ces groupes. Mais vous avez raison de dire que les mesures d'aide immédiate ne suffisent pas. Il faut revoir notre conception de l'économie. Il faut revoir le modèle économique qui est le nôtre. Mais pour ces salariés-là, il y a des milliers de salariés déjà qui sont oui, mais ça, c'est la responsabilité. On les emmène au Pôle emploi. Non, mais pardon, mais c'est la responsabilité des gouvernements qui se sont succédés que de laisser ces entreprises face à la concurrence déloyale, avec une mondialisation sauvage dont on voit bien qu'elle ne nous permet pas en réalité de pouvoir faire face. Donc il faut revoir l'intégralité. Il faut à tout prix mettre en place des mesures pour réguler la mondialisation. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que la mondialisation, c'est une donnée. Je l'ai déjà dit, la mondialisation est une donnée, la souveraineté est notre volonté. Donc, est-ce que nous avons la volonté de réguler la mondialisation pour s'en servir quand c'est nécessaire et nous en protéger quand c'est nécessaire? En tout cas, je suis convaincu que le gouvernement n'est pas dans cet esprit-là. Mais vous, ce que pose aussi ce problème de ces entreprises, c'est par exemple Amazon. Amazon qui réalise 30% de son chiffre en commerce, oui. Avant la crise, ça va être encore plus important. Comment on fait face à Amazon? Qu'est-ce que vous faites, vous? Eh bien, la question, c'est que vend Amazon? Parce que c'est ça, en fait. Tout. Mais non, mais très bien, bien merci. mais quelle est la capacité d'accès des entreprises françaises pour vendre leurs produits à Amazon? Elle est là la vraie question. Et est-ce que nos entreprises françaises ne subissent pas une concurrence déloyale du fait que les productions qui sont les leurs sont soumises à toute une série de normes, à une fiscalité, mais également à des normes qui ne sont pas respectées par les produits importés? Eh bien, quand on aura rétabli la loyauté de cette concurrence, alors évidemment, les produits français auront un bénéfice parce qu'ils sont de très bonne qualité, parce qu'il y a une durabilité, parce qu'il y a une qualité, parce qu'il y a un savoir-faire. Mais commençons encore une fois par arrêter cette concurrence déloyale. Et après tout, que les vendeurs, on pense à Amazon, mais on pense aussi à la grande distribution, soient considérés comme responsables des produits qu'ils vendent, de leur respect des normes. Pourquoi pas? Voilà, ce serait une bonne technique, cela, pour permettre de protéger vers les le distributeur et bien non sûr, plus seulement vers le fabricant. de protéger les consommateurs, parce qu'on nous dit c'est impossible de vérifier ça aux frontières. Eh bien, vérifions dans les lieux de vente et considérons que lorsque la grande distribution ou lorsque le distributeur eh bien, vend des produits qui ne respectent pas les normes, qui sont donc dangereux sur le plan de la santé pour les consommateurs, bien souvent, eh bien, c'est eux qui doivent être responsables et c'est eux qui doivent être sanctionnés. Alors, ils seront leurs propres gendarmes. Juste, je reviens à ce que je vous demandais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous proposez pour ces salariés de ces entreprises qui, à bas bruit, encore une fois, peuvent faire faillite? Qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, je propose qu'on maintienne le chômage tel qu'il existe aujourd'hui, parce que Emmanuel Macron envisageait une réforme de l'indemnisation du chômage, vous vous en souvenez, qui avait des conséquences dramatiques, et notamment pour les salariés qui avaient des bas salaires. Bon. Il faut y renoncer définitivement. Ah, mais bien sûr qu'il faut y renoncer définitivement, mais on voit là d'ailleurs la brutalité de ce type de réforme lorsque l'on est dans une situation telle que celle-là. Et puis il faut recréer la croissance, et recréer la croissance, et recréer les conditions d'une concurrence loyale. Ah, c'est ce que dit Emmanuel Macron d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, le problème, c'est que lui, il est à la tête de l'État. Et que pour l'instant, il ne l'a pas fait. Il n'a rien fait pour réguler la mondialisation, il n'a rien fait pour avantager nos entreprises, il n'a rien fait pour qu'on produise français, pour que l'on consomme français, il n'a rien fait à destination de TPE-PME pour donner cet élan qui leur permette en même temps d'être concurrentiels et de trouver évidemment et de multiplier leurs clients. Marine Le Pen, les avocats du couple Fillon ont demandé hier que le tribunal correctionnel retarde son jugement qui était attendu pour lundi dans l'affaire des emplois fictifs, après les déclarations de la procureure Eliane Houlette qui a dit devant les députés qu'elle avait subi des pressions. Après, elle est un peu revenue sur ses propos, mais en tout cas, elle l'a dit devant la représentation nationale. Est-ce qu'il faut différer la décision attendue? Excusez-moi, mais là, pour le coup, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce que dans notre pays, aujourd'hui, la justice est instrumentalisée par le pouvoir?
Et la réponse est oui. Je le dis aujourd'hui, je l'ai dit hier, je le dirai demain. Parce que là, on était sur François Hollande et Jean-Jacques Urvoas. Eh bien, voilà. Eh bien, vous voyez bien là que le pouvoir politique, puisque le parquet dépend du pouvoir politique. Hein. Il faut quand même s'en souvenir, c'est un fait. Vous êtes pour la suppression de ce lien? Non, je ne suis pas pour la suppression de ce lien. Mais ça n'est pas parce qu'il existe un lien hiérarchique que l'on doit autoriser les abus, c'est-à-dire l'instrumentalisation. La justice parfois est utilisée contre des adversaires politiques pour nuire, notamment dans les campagnes électorales. On parle de M. Fillon, là, et des pressions qui ont été faites sur le parquet national financier. Mais souvenons-nous que enfin, souvent d'ailleurs on dit dans les histoires on ne parle que des morts, c'est-à-dire de ceux dont on voit visiblement les conséquences. Mais j'ai subi exactement la même chose pendant la campagne des présidentielles. Vous parlez les morts, c'est-à-dire politiques. Bien sûr. Ouais. J'ai subi exactement la même chose. J'avais demandé 1 an avant l'élection présidentielle l'ouverture d'une information judiciaire. J'avais dit désigner un juge d'instruction. Je veux qu'on ouvre une information judiciaire contre moi. Le procureur me dit non, je ne le souhaite pas. Et il le fait au mois de décembre 2011, c'est-à-dire quelques jours après le lancement de ma campagne présidentielle. Il me convoque devant le juge d'instruction au mois de février, en pleine campagne présidentielle. Il y a eu de la même façon que pour Fillon, pour vous? Mais bien sûr, et on m'a reproché, mais de qui, alors, et on m'a reproché de ne pas répondre à la convocation du juge d'instruction, mais j'ai bien fait de le faire. Parce que tout ce que j'aurais pu dire ou faire aurait été immédiatement transmis à la presse, puisque, en fait, le principe, c'est la violation systématique du secret de l'instruction. Ces méthodes-là sont indignes d'une démocratie moderne. Elles viennent de qui? Elles viennent forcément de qui? Madame, le meilleur moyen de le savoir, c'est de saisir la justice. Mais pour vous, mais bien sûr, mais pour vous, c'est pas la première fois vous le dites. Le pouvoir, le pouvoir politique. François Hollande. Oui, accessoirement. Accessoirement, c'était. Oui, accessoirement, peut-être. Le ministre de la Justice de l'époque, en tout cas, il faut clairement qu'il y ait une enquête sur ces sujets et également une enquête sur les violations du secret de l'instruction qui sont maintenant systématiques, qui ne scandalisent plus personne, alors que profondément c'est une perversion du fonctionnement de notre justice. Qui s'étendent à votre dossier. Mais bien entendu, à tous les dossiers. Vous demandez à ce qu'on enquête sur aussi la façon dont les procureurs ont travaillé sur votre dossier. Évidemment, et tous les autres dossiers, madame. L'affaire des tweets de Daesh, permettez-moi. Enfin, quand même, je me défends d'une accusation, je suis député, je dis, je condamne Daesh en disant Daesh c'est ça, je suis poursuivi sur la base d'un article qui est fait pour les pervers sexuels, on veut m'imposer une expertise psychiatrique, je publie la demande d'expertise psychiatrique, on me poursuit pour avoir publié. Non mais, sérieusement, c'est pas de la persécution judiciaire? Évidemment que oui, et encore une fois, c'est scandaleux. Les enquêteurs, vous savez, du Monde, d'Aveil l'homme, qui ont écrit un bouquin qui s'appelait « Le président ne devrait pas dire ça », donc ils n'ont pas vraiment rendu service à François Hollande, affirment que jamais ils n'ont pu vérifier le fait que François Hollande intervenait dans les affaires de justice. Ils le disent. Ils le répétaient sur LCI. Mais peut-être est-ce improuvable. Mais il y a quelque chose que l'on peut demander au parquet. Mais ça n'est pas improbable. Mais il y a quelque chose qu'il faut demander au parquet. C'est pourquoi avez-vous fait pression sur le parquet national financier? Pourquoi avez-vous voulu avoir jour par jour l'intégralité des actes de procédure dans l'affaire de M. Fillon? Avez-vous demandé la même chose pour d'autres candidats à la présidentielle? Vous vous rendez compte? Et puis il va falloir prendre des mesures. Il va falloir prendre des décisions pour que ce genre de choses ne puisse pas se reproduire. Moi, ça m'amuse de voir maintenant l'extrême gauche pleurer sur cette situation. Jean-Luc Mélenchon. Oui, pourquoi ça m'amuse parce que pendant la campagne, parallèle entre votre situation mais parce que pendant la campagne des présidentielles, l'extrême gauche s'est servie à user et à abuser de ces méthodes du parquet. Souvenez-vous, il n'y avait pas un meeting, un déplacement de M. Fillon ou de moi-même qui n'était accompagné par des militants d'extrême gauche qui tapaient sur des casseroles. À ce moment-là, ils étaient bien contents que la justice soit instrumentalisée. Alors encore une fois, moi je rappelle que quand on a des principes, eh bien, il faut se les appliquer à soi, réclamer qu'ils soient appliqués à soi, mais aussi les défendre quand ils vont au bénéfice de vos adversaires politiques. Alors, plusieurs questions rapidement. Un sondage IFOP fiducial sur une élection présidentielle qui se passerait aujourd'hui. Au premier tour, vous donne au coude à coude avec Emmanuel Macron. Robert Ménard, qui s'est fait réélire avec un gros score à Béziers il y a quelques jours, affirmait la semaine dernière, Marine Le Pen ne sera jamais élue chef de l'État. Mais d'ailleurs, c'est le seul intérêt de Robert Ménard. Il n'est invité que pour dire du mal de moi, en quelque sorte. Parce que la pensée politique de Robert Ménard, je ne suis pas sûr que ça passionne les foules. Et alors Vous serez élu, contrairement à ce qu'il dit?
Mais oui, je crois que je serai élu. Oui, je crois que je serai élu parce que vous croyez seulement ou vous en êtes sûr? Non, mais écoutez, on va pas jouer sur les mots. Je pense sérieusement que les Français ont compris qu'il y a deux visions qui s'opposent et que ce débat n'est pas purgé. C'est la raison pour laquelle ils souhaitent à nouveau que les deux grandes options, qui sont celles du mondialisme défendu par Emmanuel Macron et de la défense de l'intérêt national, de la souveraineté et de l'indépendance que je porte, puissent à nouveau se rencontrer lors de la prochaine élection présidentielle. Ça n'est pas un hasard si les Français le disent, le redisent, car ce sondage ne fait que confirmer des sondages antérieurs. Ce sont ces deux options-là qu'ils souhaitent voir se confronter pour pouvoir choisir lors de l'élection présidentielle. La statue de Colbert devant l'Assemblée nationale a été en partie recouverte de peinture rouge. Elle a été taguée cette nuit par ces mots « Négrophobie d'État ». L'auteur a été arrêté. On rappelle que Colbert, ministre de Louis XIV, est tenu pour responsable de la rédaction du Code noir. Est-ce que vous comprenez ceux qui voudraient que l'histoire évolue et prenne en compte la totalité des parcours, c'est-à-dire que quand un personnage comme Colbert a commis des méfaits qui peuvent lui être reprochés, eh bien, on a envie de le déboulonner. Non. Enfin, je peux comprendre que des gens puissent avoir envie de le faire, l'imaginer, etc. Enfin, vous savez, le nombre de pensées néfastes ou toxiques qui peuvent exister, bien sûr, ça existe. Il n'est pas question de revisiter notre histoire. Il n'est pas question de supprimer des statues. Il n'est pas question de rayer des grands personnages de l'État parce que on parle de Colbert avec le Code noir, mais excusez-moi, Colbert a fait juste quelques autres choses tout de même. Il a contribué à faire de la France une grande puissance maritime, il a contribué à en faire une grande puissance industrielle, et encore une fois, juger l'histoire à partir des principes qui sont ceux d'aujourd'hui n'a juste aucun sens. Je vais vous dire, si on fait ça, on va déboulonner tout le monde. Hein. Général de Gaulle en premier. Napoléon, Général de Gaulle, tout le monde. Les livres d'histoire vont quand même devenir sacrément minces. Alors comment fait-on pour prendre en compte aussi les aspects les plus obscurs des personnages qui ont fait l'histoire, par ailleurs? Mais on apprend l'histoire. Donc c'est le rôle de l'éducation nationale. Aujourd'hui, c'est donc qu'ils ont raté quelques cours d'histoire. Donc c'est par l'éducation. Enfin, tout le monde sait ce qu'il en est, encore une fois, de Colbert. C'est un grand personnage de notre histoire de France. C'est ainsi, et ça le restera. C'est clair dans mon esprit, et c'est clair surtout dans l'esprit de l'immense majorité silencieuse des Français qui commencent à en avoir soupé de ce type d'exigence, de ce type de récrimination. De minoritaire ? De cette, oui, bien sûr, évidemment, de minorités violentes, excessives, brutales, puisqu'on a vu la brutalité qui accompagne ce type de réclamation. Un dernier mot, Extinction Rébellion. Vous connaissez ce mouvement écologiste qui revendique des méthodes spectaculaires. Non, violentes. Pas spectaculaires, violentes. Certains de ces militants n'étaient pas violents, là, mais se sont enchaînés aux grilles du ministère de l'Intérieur en mettant une banderole, moins de LBD, plus de navets. Il y a un problème d'autorité. Ah oui, il y a un énorme problème d'autorité. Le problème, c'est que quand il y a un problème d'autorité, ce ne sont pas les responsables politiques qui en subissent les conséquences, ce sont les Français. Et accessoirement les plus modestes. Car quand il n'y a plus d'État, quand l'État s'effondre... Il n'y a plus d'État. Non, il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Non, il n'y a plus d'État. Ben, l'État fonctionne. Non, l'État... Les administrations fonctionnent. Non, madame, l'État est effondré. L'État est effondré. Voilà. Et d'ailleurs, ça se voit dans l'ensemble des déclarations des ministres. L'État est effondré. Il était effondré sur le plan sanitaire. Nous l'avons vu, nous l'avons ressenti dans notre chair. Il est effondré sur le plan de l'autorité. Merci. Il est aussi effondré d'ailleurs sur le plan de l'économie, où en réalité, c'est le laisser-faire qui devient la règle. Merci Marine Le Pen d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI.